Un jeune homme, le front ceint d'une couronne de feuilles de vigne posée sur des cheveux blonds brillants de myrrhe, vêtu d'une tunique pourpre effrangée par les bruyères de la montagne, errait dans Télote, la cité de granit. Les habitants de Télote, hommes graves à la peau sombre, vivent dans des maisons carrées. Ils demandèrent à l'étranger, en fronçant les sourcils, d'où il venait, quels étaient ses noms et qualités. Le jeune homme leur fit la réponse suivante. « Je m'appelle Iranon, j'arrive de la lointaine cité d'Aïra, dont je n'ai conservé qu'un vague souvenir que je m'efforce de retrouver. Ma vocation consiste à faire de la beauté, en perpétuant les évocations de l'enfance. Je chante des hymnes que j'ai appris à Aïra. Ma richesse, c'est mes chansons. Elles sont faites de petits souvenirs, de rêves et d'espoirs que je fredonne le soir dans les jardins lorsque la lune est douce et que le vent d'ouest agite complaisamment les bourgeons de lotus. » Après avoir entendu cela, les habitants de Télote se concertèrent. Si le rire et les chansons sont inconnus dans la ville de granit, ces hommes graves regardent parfois, au printemps, du côté des collines carthiennes, en songeant aux luttes d'Ohonaï dont parlent les voyageurs. C'est pourquoi ils prièrent l'étranger de rester et de chanter dans le square devant la tour de Mlin, bien qu'ils n'aimassent ni la couleur de sa tunique déchirée, ni la myrrhe dans ses cheveux, ni sa couronne de feuilles de vigne, ni la jeunesse de sa voix d'or. Le soir, Iranon chanta. Tandis qu'il chantait, un vieil homme pria, et un aveugle affirma avoir vu une auréole autour de la tête du barde. Mais la plupart des hommes de Télote bâillèrent. Quelques-uns rirent, et d'autres s'endormirent, car selon eux, Iranon ne disait rien d'utile en chantant ses souvenirs, ses rêves et ses espérances. Je me rappelle le crépuscule, la lune et les doux chants qui me berçaient pour m'endormir. Derrière ma fenêtre, il y avait la rue, pleine de lumière dorée, où les ombres valsaient sur des maisons de marbre. Je me rappelle, sur le sol, le carré de lune dont la lueur était différente de toutes les autres, et les visions qui dansaient dans les rayons de l'astre diurne, quand ma mère chantait pour moi. Je me rappelle, en été, le soleil du matin clair au-dessus des collines colorées, et aussi la douce senteur des fleurs apportées par le vent du sud qui faisait chanter les arbres. Ô Aïra, cité de marbre et de béryl, que tes beautés sont nombreuses! Comme j'aimais les bosquets tièdes et parfumés de l'autre côté du fleuve Nitra, et les cascades du petit Kra qui coulaient dans la vallée verdoyante. Dans les bois et dans cette vallée, les enfants se tressaient mutuellement des guirlandes. Au crépuscule, je faisais d'étranges rêves sous les arbres de la montagne, tandis que je voyais sous moi les lumières de la cité et le Nitra silencieux réfléchissant un ruban d'étoiles. Et cette cité était remplie de palais de marbre veiné et teinté, avec des dômes dorés, des murs peints et des jardins verts décorés de bassins azurés et de fontaines de cristal. Souvent je jouais dans les jardins et barbotais dans les bassins. Je m'allongeais pour rêver parmi les pâles fleurs sous les arbres. Et parfois, au coucher du soleil, je montais la longue rue en pente qui menait à la citadelle et à la place, et de là je contemplais Aïra, la cité de marbre et de béryl,
splendide dans sa robe d'or flamboyant. Je te regrette depuis longtemps, Aïra. J'étais encore jeune quand nous connûmes l'exil, mais mon père était ton roi, et je reviendrai vers toi, et c'est ainsi que le destin en a décidé. Je t'ai cherché à travers 7 contrées, et un jour je régnerai sur tes bois et tes jardins, tes rues et tes palais. Je chanterai pour des hommes qui comprendront mes chants et qui les écouteront sans en rire. Ne suis-je pas Iranon, le prince d'Aïra? Cette nuit-là, les hommes de Téloth logèrent l'étranger dans une étable. Au matin, un archonte vint le trouver pour lui dire d'aller à l'échoppe d'Artoc, le cordonnier, pour être son apprenti. Mais je suis Iranon, le chanteur de chansons, dit-il, et je ne me sens pas la vocation de cordonnier. Tout le monde doit travailler à Téloth, répondit l'archonte. Ici, c'est la loi. Pourquoi travaillez-vous? Répliqua Iranon. N'est-ce pas pour vivre et être heureux? Et si vous ne travaillez que pour travailler davantage, quand trouverez-vous le bonheur? La vie n'est-elle pas faite aussi de beauté et de chansons? Si vous n'admettez pas les chanteurs parmi vous, que ferez-vous alors des fruits de votre labeur? Travailler sans chanson, c'est comme une dure journée sans fin. La mort elle-même me semble plus agréable. Mais l'archonte était de mauvaise humeur. Il ne comprit rien à ce discours et réprimanda l'étranger. « Tu es un curieux jeune homme, et je n'aime ni ton visage ni ta voix. Les paroles que tu prononces sont des blasphèmes, car les dieux de Téloth ont dit que le travail était bon. Nos dieux nous ont promis un paradis de lumière. Après la mort, nous connaîtrons le repos éternel et une froideur de cristal dans laquelle personne ne fera mentir son esprit avec la pensée ou ses yeux avec la beauté. Va chez Artoc, le cordonnier, ou quitte la ville avant le coucher du soleil. Tout le monde ici doit travailler, chanter n'est que divertissement. » Alors Iranon sortit de l'étable. Il marcha dans les rues étroites, entre les sinistres maisons de granit, à la recherche d'un espace vert, car tout n'était que pierre. Les visages des hommes étaient hostiles et exprimaient le reproche. Il arriva ainsi au bord de la rive de pierre de la rivière Dzuro, où était assis un petit garçon aux yeux tristes qui contemplait, sur l'eau, les branches vertes en bourgeons apportées par les torrents des collines. Ce garçon lui dit « N'es-tu pas celui dont parlent les archontes, celui qui recherche une lointaine cité dans un beau pays? Je m'appelle Romnod. Je suis né à Téloth, mais je n'arrive pas encore à m'habituer à la ville de granit. Je me languis chaque jour des bosquets tièdes, des lointains paysages de beauté et des champs. Au-delà des collines kartiennes, il y a Oonai, la cité des luttes et de la danse, dont les confidences des voyageurs affirment qu'elle est à la fois attirante et terrible. C'est là-bas que j'irais si j'étais assez grand pour trouver seul le chemin. C'est là que tu devrais aller. Là, les hommes t'écouteront chanter. Quittons la cité de Téloth et partons ensemble pour les collines printanières. Tu me montreras comment on voyage, et je t'écouterai chanter le soir, quand les étoiles une à une apportent des rêves dans l'esprit des dormeurs. Peut-être même Oonai, la cité des luttes et de la danse, est-elle cette belle Aïra que tu recherches? Allons à Oonai, ô Iranon à la tête d'or. Allons là où les hommes répondront à nos désirs. Là où ils nous accueilleront comme des frères, là où personne ne rira, ni ne froncera les sourcils à ce que nous dirons. « Qu'il en soit ainsi, petit, » lui répondit Iranon. « Si tu aspires à la beauté, il faut quitter la cité de granit et aller au-delà des montagnes. Je ne veux pas te laisser dépérir au bord du Dzuro paresseux, mais ne crois pas que tu trouveras la joie et la compréhension de l'autre côté des collines kartiennes, ni plus loin, ni au bout d'un voyage d'un jour, ou d'un an, ou d'un lustre. Écoute, quand j'étais petit comme toi, j'habitais dans la vallée de Narthos, près du frigide Xari, où personne ne prêtait attention à mes rêves.
Lorsque je serai plus grand, me disais-je, j'irai à Sinatra, sur la côte sud, et je chanterai pour les chameliers souriants sur la place du marché. Mais quand enfin j'arrivai à Sinatra, je ne trouvais que des chameliers ivres et débauchés. Leurs chants étaient différents des miens. Je voyageai ensuite en barque le long du Xira jusqu'à Djaren, au mur d'onyx. Mais les soldats de Djaren se moquèrent de moi et me chassèrent, si bien que j'errais de cité en cité. J'ai vu Stétélos sous la grande cataracte, et j'ai contemplé le marécage où s'élevait jadis Sarnath. Je suis allé à Tréhaïlarnec et à Kadatéron, au bord de la sinueuse rivière Haï. J'ai longtemps aussi habité à Olathoé, dans le pays de l'Omar. Mais si j'ai eu parfois des auditeurs, ils ont toujours été peu nombreux, et je sais que je ne trouverai le bonheur qu'à Haïra, la cité de marbre et de béryl, où mon père était jadis roi. C'est pourquoi nous chercherons Haïra. Nous irons visiter la lointaine Oonaï, au-delà des collines kartiennes, qui pourraient être Haïra, bien que je ne le croie pas. La beauté d'Haïra dépasse l'imagination, et personne ne peut en parler sans ravissement, ce qui n'est pas le cas d'Oonaï, dont les chameliers parlent d'un air concupiscent. Au coucher du soleil, Iranon et le petit Romnod partirent de Télote et errèrent longuement parmi les vertes collines et les fraîches forêts. La route était dure et obscure, et elle semblait ne jamais vouloir conduire les voyageurs à Oonaï, la cité des luttes et de la danse. Chaque soir, quand les étoiles apparaissaient, Iranon chantait Haïra et ses merveilles, et Romnod écoutait. Ils étaient amis, heureux, tous les deux à leur façon. Pour se nourrir, ils mangeaient en abondance des fruits et des baies rouges. Le temps passait, et ils ne remarquèrent ni l'un ni l'autre que de nombreuses années s'étaient écoulées. Le petit Romnod était devenu grand. Il parlait d'une voix grave et non plus aiguë, mais Iranon ne vieillissait pas. Ses cheveux dorés étaient toujours couverts de vignes et parfumés de gomme odorante qu'il trouvait dans les bois. Un jour, Romnod parut plus âgé qu'Iranon, bien qu'il fût très jeune quand son ami l'avait rencontré à Télote, en train de contempler les bourgeonnantes branches vertes flottant près des rives de pierre du paresseux Dzuro. Par une nuit de pleine lune, les voyageurs, en arrivant au sommet d'une montagne, découvrirent la myriade de lumières d'Oonaï. Des paysans leur avaient dit qu'ils approchaient, mais Iranon sut que ce n'était pas Haïra, sa cité natale. Les lumières d'Oonaï étaient dures et crues, tandis que celles d'Haïra brillaient aussi doucement et aussi magnifiquement que les rayons de lune sur le sol, près de la fenêtre où la mère d'Iranon chantait jadis des chansons pour l'endormir. Iranon et Romnod descendirent la colline escarpée et gagnèrent Oonaï pour trouver des hommes à qui les chansons et les rêves apporteraient la joie. Lorsqu'ils arrivèrent dans la ville, ils aperçurent des fêtards, des guirlandes de roses autour du cou, qui allaient de maison en maison. Ces hommes, qui écoutèrent les chansons d'Iranon, lui lancèrent des fleurs et l'applaudirent quand il eut fini. Alors, pendant un instant, Iranon crut qu'il avait enfin trouvé ceux qui pensaient et ressentaient la même chose que lui. Quand l'aurore se leva, Iranon regarda autour de lui avec tristesse. Les dômes d'Oonaï n'étaient pas dorés, mais gris et lugubres. La ville était 100 fois moins belle qu'Haïra. Les habitants étaient livides à force de débauche,
amolli par le vin et tout à fait différent des hommes beaux et radieux d'Aïra. Mais comme ces gens lui avaient lancé des fleurs en applaudissant ses chansons, Hiranon resta, ainsi que son ami, qui aimait l'atmosphère de fête de la ville. Romnod portait des roses et de la myrrhe dans ses cheveux noirs. Hiranon chantait la nuit pour les fêtards, mais il ne changeait pas. Couronné de vignes des montagnes, il rêvait toujours aux rues de marbre d'Aïra, au cristallin Nitra. Hiranon se produisit un jour dans le vestibule couvert de fresques du monarque, sur un dais de cristal élevé au-dessus d'un gigantesque miroir. Il chanta avec tant de cœur qu'il donna à ses auditeurs l'impression que le sol reflétait des choses anciennes et à demi oubliées, au lieu des convives congestionnés par le vin qui lui lançait des roses. Le roi le pria de quitter sa pourpre déchirée et l'habilla de satin et de tissu d'or, avec des bagues de jade verte et des bracelets d'ivoire teinté. Il le logea dans une chambre dorée et décorée de tapisseries, avec un lit de bois joliment sculpté et couvert de soie brodée de fleurs. Hiranon demeura à Ohonaï, la cité des luttes et des danses. On ne sait pas combien de temps Hiranon resta à Ohonaï, mais une fois, le roi fit venir au palais des danseurs tourbillonnants du désert de l'Iranian et des joueurs de flûte basanée de Drienne, en Orient. Ce jour-là, les noceurs lancèrent beaucoup moins de roses à Hiranon qu'aux danseurs et aux joueurs de flûte. Pendant ce temps, Romnod, jadis le petit garçon de Télote, la ville de granit, devenait plus grossier et se gavait de vin. Il rêvait de moins en moins et n'écoutait plus avec le même plaisir les chants d'Hiranon. Malgré sa tristesse, Hiranon continuait à chanter et à parler de ses rêves sur Aïra, la cité de marbre et de béryl. Puis une nuit, Romnod, alourdi et congestionné, s'éteignit sur les coussins de soie de sa couche de banquet. Il mourut pendant qu'Hiranon, pâle et mince, chantait pour lui-même, dans un coin éloigné de la ville. Après avoir pleuré son ami et recouvert sa tombe de branches aux bourgeons verts, comme les aimait jadis Romnod, Hiranon quitta ses vêtements de soie et ses parures, et partit sans que personne ne le remarquât d'Ohonaï, la cité des luttes et des danses, vêtu seulement de la pourpre déchirée avec laquelle il était arrivé, et le front couronné de vignes fraîches des montagnes. Au coucher du soleil, Hiranon partit à la recherche de son pays natal, et d'hommes qui comprendraient et aimeraient ses chansons et ses rêves. Dans toutes les villes de Sidatria, et dans les contrées au-delà du désert de Bnazi, les enfants au visage rieur se moquèrent de ses chansons anciennes et de sa tunique de pourpre déchirée. Hiranon paraissait toujours aussi jeune et chantait inlassablement Aïra, la cité magique. Il arriva une nuit dans la cabane sordide d'un vieux berger, courbé par les ans et sale. L'homme gardait des moutons sur une pente rocailleuse qui s'élevait au-dessus d'un marécage de sable mouvant. Hiranon s'adressa à lui comme il l'avait fait tant de fois. « Peux-tu me dire où je trouverai Aïra, la cité de marbre et de béryl, où coule le Nitra cristallin ?» En entendant ces mots, le berger regarda longuement et intensément Hiranon, comme s'il se souvenait de quelque chose de très ancien. Il étudia chaque trait de son visage, ses cheveux dorés et sa guirlande de vigne. Puis, hochant la tête, le vieil homme répliqua « Ô étranger, j'ai bien entendu parler d'Aïra et des autres noms que tu as mentionnés, mais ils remontent loin dans le temps. Je les ai entendus, dans ma jeunesse, de la bouche d'un compagnon de jeu, le fils d'un mendiant qui avait des rêves étranges et qui inventait de longues histoires sur la lune, les fleurs et le vent d'ouest. Nous nous moquions de lui,
car nous connaissions son origine, bien qu'il se prît pour le fils du roi. Il était beau, comme toi, mais étrange et un peu insensé. Il s'est enfui de chez lui encore très jeune pour trouver ceux qui écouteraient avec plaisir ses chansons et ses rêves. Combien de fois m'a-t-il chanté des poèmes sur des contrées qui n'ont jamais existé et sur des choses qui ne pourront jamais être. Il parlait beaucoup d'Aïra, de la rivière Nitra et des cascades du Petit Kra. Il disait toujours, quoique nous fussions parfaitement au courant de ses origines, qu'il avait régné sur ces contrées. Mais il n'y a jamais eu de cité de marbre appelée Aïra, ni d'homme qui prendrait plaisir à écouter d'étranges chansons, sauf dans les rêves de mon ancien compagnon de jeu, Iranon, qui a disparu. Et dans le crépuscule, tandis que les étoiles apparaissaient une à une, et que la lune envoyait sur le marécage une lumière comme celle qu'un enfant aime voir valser sur le sol quand on le berce pour l'endormir, un vieil homme en pourpre déchiré, couronné de feuilles de vigne flétries, s'enfonça dans les sables mouvants mortels, en regardant droit devant, comme s'il voyait les dômes d'or d'une belle cité où l'on comprendrait ses rêves. Cette nuit-là, une partie de la jeunesse et de la beauté de l'ancien monde disparut à jamais.